Mais qu'est-ce que c'est que la créatine et est-ce que c'est vraiment bénéfique pour progresser dans ton sport? Aujourd'hui, je vais te parler de tout ça en détail. Je vais t'expliquer de qu'est-ce que c'est que la créatine, même si je pense que tu sais ce que c'est. Je vais aussi te parler des bénéfices que ça a, des potentiels effets négatifs que ça a. Et je vais aussi évidemment t'expliquer de est-ce que la supplémentation est faite pour toi ou alors est-ce que tu n'en as tout simplement pas besoin. Et si c'est le cas, je vais évidemment te parler de comment te supplémenter, c'est-à-dire les dosages, mais aussi évidemment la forme de créatine qu'il faut privilégier pour avoir un maximum de bénéfices et un maximum de résultats par la suite. Donc on va commencer tout de suite, je vais pas tarder sur le sujet, hein. On va d'abord démarrer sur qu'est-ce que c'est que la créatine. La créatine, c'est une molécule qui est produite dans notre foie, c'est-à-dire que c'est une molécule qu'on est capable de synthétiser nous-mêmes, mais il y en a aussi de présent dans l'alimentation. Donc au niveau des sources alimentaires, c'est surtout les viandes, les poissons et les œufs, et aussi les produits laitiers qui en sont les principales sources, même si c'est surtout la viande dans ce cas-ci. Et justement, cette créatine-là qui peut être synthétisée dans notre foie et aussi à très très petite dose dans notre pancréas et dans nos reins par exemple, avec différents acides aminés, donc arginine, méthionine, glycine principalement et d'autres aussi, sert à principalement un rôle énergétique musculaire, donc je vais revenir juste après là-dessus. Et avant de parler des différents bénéfices, des différents bénéfices de la créatine pour par la suite parler des effets négatifs, je voulais juste prévenir que, en fait, si notre corps est capable d'en synthétiser mais que on a créé la supplémentation, c'est parce que la plupart des gens manquent de créatine. C'est-à-dire qu'il y a des besoins journaliers de créatine qui ont été, on va dire, établis, même s'ils ne sont pas aussi officiels et aussi importants que les besoins établis pour les vitamines, pour les minéraux, comme le calcium, la vitamine C, etc. Mais cette recommandation qui est de 2 grammes par jour de créatine via l'alimentation n'est pas respectée parce qu'il y a pas mal déjà d'analyses qui ont été faites au niveau des habitants des États-Unis. Alors évidemment, c'est pas le meilleur modèle, hein, mais ça reste le modèle de l'alimentation moderne qui est aussi présente en Europe, c'est-à-dire junk food, etc. En partie. Et effectivement, les hommes là-bas mangent environ 1,2 g de créatine par jour et les femmes 0,6 g de créatine par jour environ, alors que le besoin minimal est de 2 grammes par jour. Donc on voit bien qu'il y a une déficience en créatine, qu'il n'y en a pas assez, et l'alimentation à côté des Américains, mais pas que évidemment, ne permet pas à notre corps de synthétiser avec le foie suffisamment de créatine en plus des apports qui sont directement via les aliments. Donc c'est pour ça que la supplémentation a été mise en place. Évidemment, elle n'a pas que un rôle de compléter la déficience, hein. Il y a aussi un rôle pour le sport, je vais en parler après. Mais voilà. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas qu'un rôle pour la déficience, il y a aussi un rôle pour le sport et c'est l'effet principal de la créatine. Puisque au niveau de la créatine, c'est simple, 95% de la créatine environ se trouve dans nos muscles. Et elle se trouve dans nos muscles sous forme de phosphocréatine. La phosphocréatine, elle permet de manière générale, on pourrait dire qu'elle permet de régénérer l'ATP en retransformant l'ADP en ATP. Donc je vais un petit peu plus expliquer. C'est-à-dire que la phosphocréatine, donc c'est une molécule de créatine plus un phosphate, et l'ATP, donc c'est la molécule, on va dire, d'énergie du corps. C'est-à-dire que l'ATP, qui est l'adénosine triphosphate, permet on va dire, de faire toutes les réactions dans le corps. C'est-à-dire que quand il y a une transformation de molécules, quand il y a une action mécanique, donc notamment au niveau du muscle avec l'actine et la myosine, euh, tous les mouvements, tous les processus chimiques, etc. du corps nécessitent de l'énergie pour être fait, si c'est de l'anabolisme. Et dans ce cas-ci, eh bien, on a besoin d'ATP. Et justement, quand l'ATP est utilisé, donc il faut imaginer ça comme si c'était de l'argent, hein, comme si c'était des euros, quand elle est utilisée, eh bien, ça se retransforme en ADP, qui est de l'adénosine diphosphate, puisqu'il y a un phosphate, donc le phosphate qui a la plus grosse valeur énergétique de l'ATP, qui a été donné pour servir d'énergie à la réaction faite dans le corps, et notamment ici au niveau des muscles. Et du coup, l'ADP qu'on a ne sert plus en tant que monnaie d'énergie, en fait c'est un peu une molécule, on va dire, inactive, et la phosphocréatine vient, elle, en soutien pour redonner, on va dire, la forme d'ATP à l'ADP qui est obtenue lors des différentes réactions. Donc en fait, la phosphocréatine, il faut un peu la voir comme une assistance qui vient aider les taux d'ATP à se remettre lors de l'effort. Et justement, la phosphocréatine,
elle est intéressante dans les sports intenses à courte durée parce que durant les efforts intenses à courte durée, vu que c'est très intense et que c'est un effort très court, donc on pense notamment à la musculation, à l'haltérophilie, tout ce qui est un petit peu sport de force athlétique ou autre, eh bien, lors de cet effort intense, des fois tellement il est intense, on utilise évidemment tous nos stocks d'ATP sur le moment, et même si les stocks d'ATP sont très très rapides à refaire au niveau du muscle, eh bien c'est pas assez rapide justement pour continuer l'effort qui reste très intense et qui, même s'il dure très peu de temps en fait. Et justement, la phosphocréatine va venir aider l'ATP, donc les taux d'ATP à se remettre, on va dire, à un plus haut niveau, mais de façon encore plus rapide. Et c'est pour ça que la phosphocréatine, au final, elle aide les performances, surtout au niveau des sports de force, donc les sports très haute intensité et très courte durée. Donc ça, c'était pour vraiment le rôle qu'a la créatine au niveau du muscle. Alors, la créatine au niveau du muscle, il a été montré que 1 mois de supplémentation, je parlerai après de tout ce qui est dosage et de la forme de créatine à prendre pour vraiment arriver à ce niveau-là. Environ 1 mois de supplémentation en créatine permet d'augmenter de 20% les taux de phosphocréatine dans les muscles. Donc c'est vraiment pas anodin et ça fait vraiment une différence au niveau des performances sportives. Et en plus de ça, donc vu que ça améliore les performances sportives, la créatine, ça évidemment de manière indirecte permet d'augmenter notre masse musculaire, donc ça permet d'aider l'hypertrophie, puisque évidemment dans les sports de force, si on améliore nos performances, les muscles ont besoin de s'adapter à ces nouvelles performances, et pour s'adapter, ils ont notamment besoin de grossir les fibres musculaires, hein, pas que d'améliorer la fonction neuromusculaire, mais aussi d'améliorer la taille des fibres et donc la taille des muscles. Donc ça, c'était le premier rôle de la créatine. Il y a aussi un second rôle, mais là, je vais en parler, il faut le prendre. Faut pas le prendre au pied de la lettre comme le premier. Le premier a été très étudié, donc on est sûr de ça. Lui que je vais parler ici, c'est un petit peu plus hypothétique. C'est encore en cours de recherche, mais je trouve qu'en parler, c'est très intéressant parce que je pense que c'est des rôles qui ont beaucoup de potentiel. Mais après, il faut juste clarifier les choses parce que pour le moment, c'est beaucoup des études animales ou alors des études in vitro chez l'humain. Donc ça reste pas totalement clair. On ne sait pas si c'est totalement ce qui se passe en fait dans notre corps. Mais effectivement, la créatine pourrait avoir des effets très intéressants au niveau du cerveau, notamment d'un point de vue protection. Donc d'un point de vue protection face aux maladies du cerveau, hein, par exemple Alzheimer, Parkinson, des choses comme ça, mais aussi au niveau de la structure et de la protection des neurones à long terme, donc pas que contre les maladies, mais aussi peut-être contre les chocs, hein, notamment pour les sports de combat. Il semblerait que la créatine ait des rôles intéressants. Alors on n'a pas plus de données encore sur pourquoi elle semble être intéressante, ça reste que des hypothèses, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié, et notamment ce qui incite à penser que la créatine a quand même un rôle important dans le cerveau, c'est que la créatine est à la fois, en tout cas in vitro pour le moment, on a vu que la créatine est produite dans le cerveau, donc en de beaucoup plus petites quantités que dans le foie évidemment, donc est produite par différentes molécules dans le cerveau, donc des astrocytes, etc. il me semble, mais aussi que la créatine est capable de rentrer dans le cerveau parce qu'il y a la blood-brain barrier qui existe, qui est, on va dire, la membrane du cerveau, donc qui sépare le cerveau avec le reste du corps. Et cette membrane-là, contrairement aux autres membranes du corps, elle laisse passer très peu de molécules. Une qui est connue, c'est évidemment le glucose, mais on dirait que la créatine peut aussi, elle, passer. Alors, elle peut pas passer aussi facilement que dans les autres cellules du corps, mais elle semble quand même passer parce qu'il y a des études qui ont montré qu'il y a effectivement présence de transporteurs de créatine au niveau du cerveau. Et vu qu'il y a aussi production de créatine au niveau du cerveau, on voit quand même qu'il y a, c'est pas pour rien en fait que la créatine va dans le cerveau. Donc il y a vraiment un rôle derrière, mais c'est pas encore totalement clair. Et du coup, comme pour le muscle, si on se supplémente en 1 mois de créatine, il semblerait que nos taux de créatine au niveau du cerveau n'augmentent pas de 20%, mais de 10%, ce qui est déjà assez notable. On pense notamment que c'est moins que, enfin en pourcentage, que c'est moins que les muscles parce que en partie la créatine pour passer du corps au cerveau, elle est beaucoup plus limitée, c'est beaucoup plus restreint, donc ça peut jouer aussi sur ce pourcentage, mais ça reste quand même des données très intéressantes. Donc ça c'était pour les rôles on va dire de la créatine. Alors on pourrait dire qu'il y en a d'autres, mais c'est vraiment les principaux, même s'il y en a un des deux qui reste encore hypothétique on va dire. Par contre, la créatine effectivement a 3 effets négatifs. Alors il y en a 2 qui sont vraiment anodins, c'est juste une histoire d'organisation. Il y en a un autre où il faut être un petit peu plus vigilant. Donc le premier c'est juste des crampes
au niveau de l'estomac. Alors ça, c'est vraiment une question de méthode de prise de la créatine. C'est-à-dire que si on prend de la créatine et qu'on ne met pas assez d'eau, il y a un risque de crampe de l'estomac. Donc ça, c'est très simple, il faut juste lire la notice, bien les indications au niveau de la créatine que tu prends. Et il faut vraiment mettre la quantité d'eau qu'il faut pour éviter que ça arrive. Donc ça, c'est assez banal, mais c'est quand même important de le préciser. Deuxième point, c'est au niveau des nausées. Alors c'est surtout les nausées, ça peut être aussi des diarrhées, mais c'est principalement des nausées. C'est quand en fait on prend trop de créatine d'un coup et isolé. C'est-à-dire que quand tu prends une dose de créatine, alors selon la dose, hein, si la dose est élevée de créatine dans ta journée, il faut mieux la séparer en au moins 2 portions. Si elle n'est pas trop élevée, tu peux la prendre en une fois, mais moi ce que je te conseille, c'est de la prendre avec un repas. Le fait qu'il y ait un repas avec, ça va permettre à la digestion d'être ralentie et ça va permettre à ton système digestif de ne pas rencontrer la créatine toute seule de manière isolée. Il faut savoir que la créatine, c'est une molécule que ton système digestif n'apprécie pas beaucoup en de grandes quantités d'un coup. Et du coup, ça crée effectivement des nausées, des troubles digestifs et autres. Donc ça, c'est aussi un point à faire attention. Et le troisième point négatif, c'est tout ce qui est rétention d'eau. Alors la créatine, effectivement, produit de la rétention d'eau. S'il y a une forte prise de créatine lors du début de la supplémentation, c'est possible que la personne puisse prendre entre 2 et 3 kilos en seulement un peu plus d'une semaine. Et ça peut faire effectivement très peur. Alors, la créatine, en fait, elle crée de la rétention d'eau parce que c'est une molécule qui est très osmotique et cette molécule-là, quand elle rentre dans la cellule, généralement, elle implique aussi des ions sodium et ça augmente un tout petit peu la concentration en ions sodium à l'intérieur de ton muscle, donc en intracellulaire, et donc ça favorise, on va dire, le stockage de l'eau dans les cellules. Alors c'est un mécanisme qui explique en partie cette rétention d'eau. Je pense qu'il y a d'autres petits mécanismes qui l'expliquent aussi. Surtout que la rétention d'eau, c'est quelque chose de multifactoriel, c'est-à-dire que c'est pas que la créatine qui te fait faire de la rétention d'eau, mais c'est un point où il faut être vigilant, parce que en soi, souvent tu prends du poids, tu peux avoir très peur, donc il faut savoir aussi que le poids que tu vas prendre lors de la supplémentation en créatine, c'est peut-être du muscle, parce que comme je te l'ai dit, ça favorise aussi l'hypertrophie, mais si tu prends vraiment beaucoup de poids d'un coup quand tu commences à te supplémenter, c'est quelque chose qui est normal, il ne faut pas forcément t'inquiéter. Encore une fois, avoir une bonne hygiène de vie va te permettre de faire fuir cet excès d'eau dans les semaines qui suivent. Mais je te précise quand même ce point-là parce qu'il faut être vigilant, surtout si tu approches par exemple une compétition et que tu fais un sport à catégorie de poids. Il ne faut surtout pas commencer une supplémentation en créatine proche de ces compétitions-là parce qu'au final, tu vas juste augmenter ton poids soudainement et tu vas peut-être aller hors catégorie dans la catégorie du dessus et ça peut totalement flinguer ta compétition. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où il faut faire très très attention. Mais voilà, sinon il n'y a pas vraiment d'effet négatif, il n'y a pas de réel effet négatif à prendre de la créatine. Là, je t'ai juste dit plutôt des petits points à faire attention et surtout le dernier, pardon. Donc maintenant que tu vois un petit peu à quoi sert la créatine, son intérêt, les petits points à être vigilant et autres, je vais t'expliquer la supplémentation. Alors la supplémentation, elle est pour qui? Moi, je pense que tout le monde ne voit pas d'intérêt en fait à supplémenter en créatine. Si ton alimentation est suffisamment variée et que tu manges des produits animaux, tu peux très bien atteindre déjà les 2 grammes par jour de créatine. Par contre, si tu fais des sports de force de très haute intensité à effort de très courte durée, je pense qu'effectivement ça peut avoir un intérêt de supplémenter en créatine si tu cherches à augmenter tes performances. Au niveau des sports d'endurance, je suis beaucoup plus sceptique parce qu'il y a beaucoup moins de données là-dessus au niveau des sports d'endurance et le mécanisme même de la créatine, ou du moins de la phosphocréatine si on parle des muscles, reste quelque chose qui n'est pas très intéressant pour les sports d'endurance. Donc c'est plutôt pour les sports de force que j'y trouve un intérêt personnel. Au niveau du coup de la supplémentation en elle-même, comment ça se passe? Il y a 2 façons de prendre de la créatine. Après, je vais parler de la forme à favoriser. Il y a une façon qu'on appelle le loading et il y a une façon qu'on appelle juste la conventionnelle. Donc le loading, c'est quelque chose qu'on utilisait il y a très très longtemps qui consiste à prendre beaucoup en dose de créatine la première semaine de la supplémentation et après tu suis avec 3 semaines où tu diminues beaucoup la dose et tu restes à, on va dire, une dose de maintien. Et ensuite, il y a l'apport conventionnel qui consiste juste à prendre la même dose tous les jours du début jusqu'à la fin de la supplémentation. Personnellement, la phase de loading, avant en fait on disait de faire des phases de loading parce que ça permet au taux de phosphocréatine de monter beaucoup plus rapidement dans les muscles.
et que ça avait plus de bénéfices, qu'on a l'impression d'être beaucoup plus efficace, etc. Personnellement, je pense que le fait de se trouver beaucoup plus efficace, c'est un effet placebo. Le fait de prendre... Enfin, il y a pas mal de données qui ont déjà prouvé qu'il semblerait que ce soit surtout l'effet placebo. Parce que le fait de prendre beaucoup en fait en quantité d'un coup, on a l'impression qu'on est un peu surhumain alors que c'est vraiment dans la tête que ça se passe principalement. Et le problème en fait, moi ce que j'aime pas trop avec la phase de loading, c'est que en soi, bon, prendre plus de quantité au début pour augmenter plus rapidement les taux de phosphocréatine, que ça marche ou que ça marche pas, ça change pas grand chose selon ton objectif. Je pense que t'es pas à une semaine près. Dans la majorité des cas, c'est le cas. Par contre, moi, ce que j'aime pas, c'est que le risque de rétention d'eau, justement, est beaucoup plus élevé parce que tu vas avoir vraiment des apports en créatine qui vont être beaucoup plus élevés que si tu faisais juste la méthode conventionnelle où tu prends une plus petite quantité tous les jours. Pour dire un peu des chiffres de manière... Enfin, c'est vraiment une moyenne, hein, il peut y avoir plus haut ou plus bas. Une loading phase, la première semaine où tu prends beaucoup plus élevé, c'est 0,3 g de créatine par poids de corps par jour, ce qui est vraiment beaucoup, pour ensuite passer à 0,03 g par poids de corps, enfin par kilo de poids de corps par jour. Alors que la méthode conventionnelle, c'est juste 0,03 g par kilo de poids de corps par jour, ou alors un petit peu plus, hein, ça dépend un petit peu de quelle dose tu souhaites mettre selon tes objectifs. Mais on voit quand même qu'il y a une grosse différence. Personnellement, je préfère la méthode conventionnelle. Il a été montré que, de manière globale, les taux de phosphocréatine entre les deux méthodes grimpaient à peu près à la même vitesse sur un mois. Enfin, en tout cas, après un mois de supplémentation, on arrive sur des taux très similaires. Donc, il n'y a pas vraiment de préférence là-dessus. Mais la méthode conventionnelle est beaucoup plus safe au niveau de la rétention d'eau. Donc, surtout si tu es déjà un petit peu sensible à la rétention d'eau, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de faire cette option-là. Au niveau maintenant de la forme de créatine, ça va être, je pense, la dernier point que je vais aborder, c'est la créatine monohydrate que tu dois privilégier parce que c'est celle qui a été la plus étudiée déjà, c'est celle qui est la plus efficace niveau absorption, c'est 99% environ, hein, on peut pas dire 100 mais c'est 99%, c'est très bien absorbé, c'est très bien pris par les muscles et la phosphocréatine se synthétise très bien, donc c'est une forme que je conseille beaucoup et que le corps tolère bien. Par contre, il y a d'autres formes que je ne conseille pas du tout. Donc les deux que je conseille vraiment pas, c'est la créatine éthylester, qui a déjà été étudiée, et même si elle semblerait efficace niveau absorption ou autre, apparemment, une fois arrivée dans les cellules, elle devient inactive, et en fait la créatine, c'est comme si tu prenais pas de créatine limite, donc ça n'a pas d'intérêt. Et puis la créatine liquide, alors si tu vois ça, faut surtout pas que tu en prennes, parce que même si toi tu consommes ta créatine liquide, hein, tu mets dans un shaker, etc., la créatine liquide qui est vendue, en fait, c'est une créatine qui se trouve dans du liquide, bah, du coup dans de l'eau, etc., depuis une certaine durée, donc au moins une semaine généralement, alors que la créatine, c'est une molécule qui qui n'est pas à l'aise dans l'eau, et c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 jours dans l'eau, la créatine se dégrade, et c'est comme s'il n'y avait plus de créatine en fait. Donc la créatine liquide que tu achètes, c'est comme s'il n'y avait pas de créatine, donc c'est clairement de l'arnaque, ça sert à rien. Donc voilà, après il y a d'autres formes aussi qui sont un petit peu moins efficaces que la créatine monohydrate, mais qui restent quand même intéressantes, c'est la créatine nitrate et la créatine citrate. Ces deux-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont très solubles, c'est très facile à les manier, on va dire, à les utiliser, mais au niveau de l'absorption, etc., ça reste un petit peu moindre, enfin ça reste un petit peu moins intéressant que la monohydrate, et en plus elle coûte plus cher que la monohydrate, parce que la monohydrate, ce qui est très bien, c'est que c'est très peu cher comme créatine par rapport aux autres, généralement. Et enfin, il y a aussi la créatine magnésium qui a du potentiel. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de données pour dire qu'elle est plus efficace que la monohydrate. Donc pour le moment, on ne peut pas affirmer que celle-ci reste meilleure que la monohydrate. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour ce qui est de la créatine. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je ferai des vidéos très complètes aussi sur d'autres suppléments. Donc la whey, c'est prévu prochainement. Il y en aura d'autres aussi. Il y en aura d'autres aussi sur les différentes vitamines et minéraux. Je pense que c'est intéressant d'avoir une vision globale des différents compléments, des différents suppléments, pour savoir s'il y en a certains qui peuvent être intéressants pour toi, selon les effets que ça a, selon peut-être les effets aussi secondaires que ça a. Et puis sinon, bah, on se dit à la prochaine. N'hésite pas à checker l'outil BDO que je propose aussi, c'est dans la description de la vidéo. C'est un outil en fait qui regroupe plein d'outils qui sont spécialement conçus pour aussi bien les coachs en nutrition, mais également pour les personnes souhaitant améliorer d'elles-mêmes leur nutrition de façon à augmenter leur performance sportive. Donc il y a création de plans alimentaires automatiques, il y a base de données alimentaires, il y a également évolution du poids, évolution de tes mensurations, etc. Donc c'est vraiment des tableaux automatiques. Il y a plein de choses.
Donc je te conseille d'aller checker le lien qu'il y a dans les descriptions. Il y aura encore plus d'infos sur ce que c'est avant de te lancer si ça t'intéresse. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!